I don't know of any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. ¿Cuál sería su reacción? В 21 веке гражданка Райс вспомнила. 这两天，原本居住在祁连县偏远部区的某名 बॉलीवुड 男 स्टार 子 की 家， कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। Todos juntos. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50 alors que nous avions prévu initialement de vous proposer une série d'émissions consacrées à l'Afrique des Grands Lacs. On a choisi ce matin de modifier nos programmes ce matin au regard de l'activité qui secoue le pays depuis les attaques à Paris et à Saint-Denis. Nous reprendrons, j'allais dire, le cours normal de nos émissions à partir de demain. Après ces événements tragiques de vendredi soir dernier, que le président de la République a qualifié d'acte de guerre commis par une armée terroriste Daesh, et alors qu'il s'apprête à prononcer ce soir un discours devant le Congrès à Versailles, on va s'interroger sur ce que veut l'organisation de l'État islamique. Que nous veut Daesh? Ça sera notre question ce matin. Et pour obtenir un début de réponse, il faut peut-être regarder ce que nous dit justement l'organisation et comment il nous le dit, avec quels mots. Quelques éléments sont peut-être à trouver dans le communiqué revendiquant ces attaques après les formules rhétoriques, j'allais dire classiques, notamment le fameux « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux ». Le texte précise entre autres, je cite, « 8 frères portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Il poursuit, Paris a tremblé sous leurs pieds et ses rues sont devenues étroites pour eux ». Puis le communiqué de conclure sur un ton un peu plus menaçant. Cette attaque n'est que le début de la tempête et un avertissement pour ceux qui veulent méditer et tirer de leçons. Nous allons tenter de saisir ce que l'on peut comprendre à travers ce message, mais aussi et au-delà, de façon plus générale, nous allons nous interroger sur les intentions du groupe de l'État islamique. Au fond, quel est son projet? Est-il un projet politique, religieux? Qui sont ceux qui conduisent sa stratégie? Islamistes radicaux, anciens bassistes du régime de Saddam? Quels sont leurs profils et quel but est-ce qu'ils visent? Voilà toutes les questions qui vont nous intéresser ce matin. Pour les aborder, 3 invités avec nous. D'abord Mathieu Guider avec nous ici en plateau à Paris. Bonjour Mathieu Guider. Bonjour. Merci d'être avec nous, islamologue, auteur d'un certain nombre de livres, notamment L'état du monde arabe chez Debuck, mais aussi Terreur, la nouvelle ère. Avec nous depuis Strasbourg, Awes Seniger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques, chercheur associé à l'Observatoire des radicalismes et des conflits religieux en Afrique. Et puis enfin, un philosophe, rhétoricien, Philippe Joseph Salazar. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur, vous, à l'Université du Cap et vous êtes auteur de cet ouvrage dont on va parler ce matin, Paroles armées, sous-titré « Comprendre et combattre la propagande terroriste » qui est paru au mois d'août dernier aux éditions Le Mieux. Je peux vous corriger, c'est Paroles armées. Paroles armées. C'est très important. Qu'ai-je dit? Paroles armées. Pardon, excusez-moi, c'est au pluriel. C'est-à-dire le pluriel est très important. Absolument, et vous avez raison de le dire. D'abord peut-être une première action les uns et les autres, Mathieu Guider. Est-ce que d'abord vous avez été surpris par ces événements, à la fois par leur ampleur, par le mode opératoire, par les cibles retenues? Qu'est-ce qui vous semble, dans cet événement tragique, constituer peut-être une rupture dans la stratégie de l'État islamique? Alors, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les attentats suicides ont été déjà utilisés par Al-Qaïda, y compris dans des capitales européennes. On pense à Madrid, on pense à Londres en 2005. Des attentats simultanés, c'est la signature d'Al-Qaïda pendant plusieurs années, des attaques armées contre les civils, des attaques de masse, tout cela a été déjà expérimenté. Ce qui aujourd'hui interpelle, c'est le fait, c'est le saut qualitatif pour ainsi dire, dans la perception terroriste. On a des terroristes qui jusque-là avaient une perception des capitales occidentales comme étant sécurisées. C'est-à-dire que dans leur esprit, on ne peut pas faire globalement les actions qu'on fait à Bagdad, qu'on fait à Damas ou qu'on fait à Beyrouth. On ne peut pas les faire à Londres ou à Paris ou à New York parce que dans leur idée, ces capitales sont mieux sécurisées, il y a davantage. Or là, avec cette action relève en fait de ce qu'ils font quasiment toutes les semaines à Bagdad et c'est un verrou psychologique qui a sauté. Il y a quand même une chose qui frappe, et puis je donnerai la parole à Awes Seniger, mais aussi à Philippe Joseph Salazar dans un instant, mais quand on regarde concrètement les choses sur le terrain, parce qu'évidemment tout cela est lié à la Syrie, d'ailleurs certains témoignages, plusieurs témoignages croisés expliquent que lorsque les djihadistes sont arrivés dans la salle du Bataclan, ils ont dit que c'était parce que c'était ce que faisait la France en Syrie.
Quand on regarde les choses concrètement sur le terrain, on voit que finalement l'armée française, elle ne participe, j'allais dire, quasiment qu'à la marge en fait au bombardement. C'est quoi, 4% des bombardements? Alors évidemment, peut-être que ça va s'accélérer. On a appris ce matin que Raqqa a été touché par des frappes françaises, mais il y a quand même une forme de décalage entre la participation toute relative, je mets des guillemets, de l'armée française et le fait que la France soit visiblement une cible privilégiée pour Daesh. Oui, alors en réalité, ce hiatus, c'est un hiatus politique et médiatique. C'est-à-dire que lorsque Obama arrive au pouvoir en 2008, il va faire cette grande déclaration d'amour au peuple musulman, enfin au Caire, on se souvient de son discours devant Al-Azhar. Il va retirer les troupes d'Irak, il va faire sa politique, il tient la même ligne depuis 8 ans, à savoir no boots on the ground, c'est-à-dire pas d'intervention au sol, je ne veux pas faire la guerre aux musulmans. Cela va faire que les autres partenaires de l'Alliance vont être mis sur le devant de la scène et la France s'est retrouvée, malgré elle, sans le vouloir en réalité, comme le leader de la coalition croisée, c'est-à-dire du bloc occidental. Malheureusement, nos hommes politiques ont instrumentalisé ces interventions, comme vous le dites, tout à fait mineures, qui ne changent rien en fait au cours de la guerre. Ils en ont fait quasiment la marque de fabrique de la France, ce qui fait que le décalage entre ce que la France annonce et ce qu'elle fait sur le terrain est considérable, et cela la met d'emblée comme une menace fondamentale, et dans la perception, elle devient encore plus menaçante que les États-Unis et la première cible avant les Américains aujourd'hui. Awais Senninger, je voudrais vous entendre sur cette forme d'asymétrie. Est-ce que la France représente, comme le dit Mathieu Guider, une forme de symbole très spécifique, très particulier, ou est-ce que aussi, peut-être plus simplement, disons, le contexte social, économique, culturel, en France est plus propice, évidemment, peut-être aussi à l'émergence de candidats à l'acte terroriste sur le territoire français? Awais Senninger. Je distinguerais deux choses. Il y a l'ordre conjoncturel, et on remarque après la déclaration de l'État islamique que ce qui justifierait à leurs yeux, aux yeux de ses membres, l'action de violence totale perpétrée sur le territoire français vendredi dernier, ce serait l'engagement armé dans le cadre d'une coalition contre ces troupes en Irak et en Syrie. Ça, c'est l'élément conjoncturel. Si l'on revient au texte, à la brochure, notamment ce qui me frappe dans la brochure numéro 2, intitulée Dar al-Islam, la maison de l'islam, au titre très éloquent, qu'Allah maudisse la France, il est donné quelques éléments d'ordre structurel, à savoir qu'il y aurait une inimitié, c'est le mot qui est utilisé par les propagandistes de Daesh, une inimitié caractéristique et séculaire entre la France, qui serait la tête de pont de l'Occident croisé, et le monde majoritairement musulman. Et je crois qu'il faut tenir ensemble l'élément conjoncturel et l'élément structurel. Pour répondre maintenant à votre question, il est difficile, à mon sens, et vous l'avez dit dans l'introduction, d'utiliser à bon escient, dans le cas précis, le terme de guerre, puisque cela supposerait que l'État islamique est un État à part entière, ce qu'il n'est pas. Il est tout au plus, sans doute, un proto-État. Et j'ai l'impression, et j'ai le sentiment de plus en plus ferme, assuré, que il s'agit, au moins pour les politiques français, de rassurer la population française en utilisant un terme qui donne en quelque sorte une espèce de visibilité, un horizon dans la prise en compte de cet attentat sur le territoire hexagonal et la volonté, notamment du gouvernement, de mener une bataille sans merci contre l'État islamique. Et on peut parler à cet égard, en effet, de guerre asymétrique. Alors, je voudrais faire réagir à présent Philippe-Joseph Salazar, parce que je suis pas sûr qu'il vous suive justement sur cette idée qu'il s'agit d'un proto-État. Les mots sont très importants, Philippe-Joseph. Vous nous avez entendu, vous m'avez entendu moi, parler de l'organisation de l'État islamique, parler de Daesh. Vous dites, vous, dans votre livre, donc paroles armées au pluriel, qu'il faut pas parler de l'organisation de l'État islamique, il faut pas parler d'État islamique, il faut parler de califat, qui est d'ailleurs le terme qui est retenu par ses membres. De la même manière, vous dites qu'il ne faut pas parler de terroristes, il faut parler de combattants, il faut parler de partisans. Pourquoi vous faites cette nuance? Qu'est-ce que ça nous apporte finalement? Les mots sont très importants. Je vous l'accorde. Si les mots n'étaient pas importants, le président ne serait pas intervenu à minuit le jour de l'assaut. Bien. Donc si nous concédons à la parole républicaine qu'elle a un poids, il faut concéder le même poids à l'adversaire. Je viens d'entendre une guerre sans merci. C'est l'interlocuteur qui est à Strasbourg. Alors je pose la question. Une guerre sans merci veut dire une guerre sans pitié.
cela veut dire qu'il faut exercer des représailles sur les familles. Sans merci, c'est très fort. Ce qui me frappe dans le débat actuel, c'est qu'on emploie une série d'expressions qui n'ont pas de poids. Sans merci est un excellent exemple. Je pense que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas employer. Le président de la République a employé Mathieu hier soir Guibert. impitoyable. Impitoyable, sans merci. Oui, c'est dans Depuis ce le mois de sens que je février, dis. nous sommes en guerre. Très bien, nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, cela veut dire que les Français qui portent les armes contre la République sont des traîtres. Voilà le poids des mots. Donc, commençons par peser les mots que nous employons et commençons à peser les mots que l'ennemi emploie. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas parler de terroristes, Philippe Joseph Salazar? Vous dites, page 65 de Parce votre que c'est livre, une le guerre. califat nous fournit les termes du conflit. Quand nous disons terroriste islamiste, cela lui permet immédiatement, et la propagande du califat ne s'en prive pas, de signaler qu'effectivement il existe chez nous de faux musulmans, des apostats et des renégats, ce que nous nommons islamiques pour ne pas les nommer islamistes et ne pas les froisser. Paradoxalement, en disant islamique pour le califat, nous mettons en exergue ce que le califat déclare, que les musulmans hors islam en Europe sont de faux musulmans puisqu'ils acceptent que les infidèles décident de ce qui est ou n'est pas islamique. Voilà, ce que je voulais donner là, c'est comment fonctionne une rhétorique transactionnelle. On nous envoie des mots que nous commençons à employer sans peser leur véritable signification. Je vais vous donner un deuxième exemple qui me semble extrêmement symbolique. On drape de noir les drapeaux. Quelle est la couleur du drapeau du califat? Noir. Noir. Merci. Il faut réfléchir à la stratégie de communication, non seulement par les images et par les mots. Nous sommes dans une guerre asymétrique. C'est une asymétrie militairement qui consiste à frapper de haut. Et c'est une technique de guerre asymétrique qui date en fait de la guerre froide. Mais la guerre asymétrique beaucoup plus profonde à laquelle nous sommes affrontés, c'est une guerre asymétrique de propagande. Sur tous les chefs, tous les points. La propagande du califat est bien plus efficace que la nôtre. Par les vidéos, par l'Internet, par les échanges de messages entre les soldats du califat, par les revues qu'ils publient, par le réseau d'imams. Je suis certain que la section d'assaut qui s'est attaquée à Paris vendredi est allée écouter un prêche avant le combat. Bien entendu. À réciter la 4e prière avant le combat. Voilà ce qu'il faut peser lorsqu'on emploie certains mots. Voilà ce que terroriste ne dit pas. Un terroriste, ça peut être quelqu'un qui va attaquer une clinique où, aux États-Unis, on pratique l'avortement. Il y a des terroristes écologistes. Le terme de terroriste est édulcoré. Si nous sommes en guerre, il faut avouer que, et puisque l'armée est déployée sur le territoire national depuis plusieurs mois, et l'armée elle-même parle d'opération intérieure, l'armée est Mais au on a contact. quand même du mal à ne pas penser qu'il s'agit quand même d'une forme de terrorisme. Oui, mais Philippe Joseph ou c'est une Salazar. guerre ou ce n'est pas une guerre. Et si c'est une guerre et on nous dit que c'est une guerre, il faut que les mots suivent le paradigme. Et ce que nous avons, ceux qui opèrent sur le territoire intérieur, sont donc des partisans. Nous sommes aux arrières d'armées en présence. Je voudrais peut-être qu'on entende les réactions à la fois de Mathieu Guibert et de Awes Seniguer sur justement ces nuances. Mathieu Guibert. Alors, effectivement, je suis d'accord sur la question rhétorique et les mots. Il y a la portée psychologique, je crois. C'est que quand on est dans une guerre, il y a aussi à choisir son camp. Et elle est là, la question, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans cette guerre globale contre le terrorisme. On a du mal à employer les mots de l'adversaire pour le désigner, parce que à partir du moment où vous employez les mots de l'adversaire pour le désigner ou pour rendre compte de sa stratégie, dans le public, vous êtes assimilé vous-même à un traître, vous êtes vous-même quelqu'un qui ne tient pas compte de cette unité nationale. Donc il y a la dimension psychologique qui pose problème, mais il est évident que dans les cercles décisionnaires, parmi les hommes politiques, je crois qu'il est rendu compte de cette réalité. Les hommes politiques savent que l'État islamique n'est pas une simple organisation terroriste. Les chefs militaires savent que l'État islamique n'est pas juste une organisation
que nous sommes face à un phénomène beaucoup plus complexe, face à un projet politique, social, idéologique d'une complexité extraordinaire. La dimension pédagogique est utile lorsqu'il n'y a pas de drame. Quand il y a de drame, c'est très sensible. On va bien sûr détailler, Mathieu Guider, tout à l'heure, ce projet finalement de l'organisation de l'État islamique. Moi, je vais pour l'instant conserver ce qualificatif. Je voudrais entendre Awais Séniger et je vous redonne la parole, Philippe-Joseph Salazar. Awais Séniger, je vous en prie. Merci. Si je puis me permettre une précaution méthodologique. Moi, je distingue bien, et c'est ce que j'ai essayé de faire en prélude, distinguer le registre militant et le registre analytique. Les organisations en question utilisent un vocabulaire, il nous revient à nous, observateurs, de déconstruire leur mécanique rhétorique. Ça, c'est le premier point. Le second point, on peut dire que l'État islamique est une organisation, mais plus que cela, en effet, en ce sens qu'il s'agit d'une organisation à la fois territorialisée, puisqu'elle a un centre névralgique ou des centres névralgiques en Syrie et en Irak, premièrement, et deuxièmement, déterritorialisée, une espèce de capacité de métastase, avec ces tentatives de frapper n'importe où. Et c'est la stratégie de la terreur qui est déployée par Daesh. Et j'en viens maintenant à une distinction tout aussi fondamentale, me semble-t-il, puisque notre interlocuteur est soucieux des mots comme je peux l'être et comme sans doute Mathieu Guider l'est aussi. Terrorisme est une appellation beaucoup plus politique que scientifique. J'utiliserai dans le même ordre d'idées l'expression violence totale qui nous vient d'Isabelle Sommier, qui a réfléchi sur les mouvements révolutionnaires de gauche, pour expliciter l'idée selon laquelle, dans la perspective mortifère de l'État islamique, il s'agit visiblement et de plus en plus clairement d'une indistinction des victimes. On ne s'en prend plus à des symboles étatiques ou à des symboles forts, mais à n'importe quelle personne, et en ce sens, ce qui est visé, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ipséité même de l'individu, l'humanité en d'autres termes. Alors il y a eu une évolution quand Mathieu même. Guider. Il y a une évolution puisque en janvier dernier, la même organisation a pratiqué du terrorisme ciblé, puisqu'elle ciblait les journalistes, les militaires, les forces de l'ordre et les juifs éventuellement. Mais on a évolué effectivement. Il y a aujourd'hui un alignement un peu sur le terrorisme de masse. Donc il y a aussi au sein de l'État islamique une évolution. Philippe-Joseph Salazar. Je suis très ennuyé lorsqu'on me dit qu'il faut penser aux mots. Moi, je pense aux arguments que formulent les mots. Ce ne sont pas des querelles de mots, ce sont des querelles sur des arguments que construisent les mots. Alors, votre première question était sur qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette attaque. C'est à peu près la question que vous avez posée. À peu près. Est-ce qu'il y a une rupture? Oui, tout à fait. C'est ça. Alors moi, je prends cela d'une autre manière. Ce qui me frappe, d'abord avec les égorgements, les décapitations, le massacre de 200 enfants la semaine dernière, c'est à quel point le califat suit des rituels extrêmement organisés. Ils ont quasiment une vision que j'appellerais liturgique de la mise à mort. Évidemment, lorsqu'on travaille dans la com, on veut toujours de l'événement, parce que l'événement crée de l'événement. Ce qui est frappant dans la technologie rhétorique de mise en scène de la mise à mort des ennemis par le califat, c'est la répétition des gestes. Ce sont des codes extrêmement normés. La liturgie permet de créer une sorte de calendrier politique. C'est comme cela que les religions encadrent les mentalités, par des actes liturgiques répétés. Donc, lorsque sur Internet, on se moquait, chez les vidéonautes, que c'était les mêmes scènes qu'ils répétaient, mais effectivement, ce sont les mêmes scènes qu'il faut répéter et redoubler, car c'est dans la réduplication d'un rituel que le message acquiert de plus en plus de lourdeur. Ça s'appelle une liturgie. L'attaque, l'assaut, par cette section d'assaut de partisans, car je tiens à cette division. L'État islamique est un État, ça a été quasiment dit par M. Raffarin en commission sénatoriale, un nombre de généraux du Pentagone utilisent le terme de califat, c'est seulement une sorte de frayeur politique à vouloir dire, oui, il y a un État. Ce serait beaucoup mieux de dire qu'il y a un État, car à ce moment-là, on peut déclarer la guerre, tout de même. Et cet État... De fait, c'est ce qui a été fait. Par François Hollande. S'agissant de la déclaration de guerre. Mais
c'est une déclaration de facto et non pas de jure, et ça crée un énorme problème tout de même. Ils ont l'armée sur le terrain et les partisans chez nous. Bon. L'attaque, je reviens à l'assaut contre la capitale, et je voudrais que l'on nomme le texte du califat un bulletin de victoire. Si nous étions dans une guerre normale, traditionnelle, leur communiqué est un bulletin de victoire. Si on commence à nommer les choses comme ça, je crois que la population va cesser de s'adonner à des rituels de compassion et de pitié publique, désobéissant immédiatement aux ordres de l'état d'urgence. Aucun rassemblement, et d'un seul homme, on désobéit immédiatement et on crée une panique place de la République où des enfants manquent d'être piétinés. Bien, voilà le paradoxe. L'attaque, je reviens à l'assaut contre la capitale de vendredi, de la nuit de vendredi, participe de ces rituels d'attaque. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce qui nous surprend, c'est que ça se passe à Paris. Il y aura une autre attaque contre une autre capitale. Un rituel rhétorique est en marche qui donne de la puissance. Car il ne faut pas oublier, puisqu'il s'agit d'un califat, c'est qu'ils sont en train de construire une hagiographie en quelque sorte, une légende sainte du califat. Que le califat disparaisse, cette légende sainte va rester. Et je suis persuadé qu'une des raisons pour lesquelles leur littérature est si riche, en allemand, en français, en anglais, en bosniaque, en russe, en turc, c'est pour créer pour le futur une mémoire de ce califat qui, j'espère... Qui par ailleurs, une mémoire, mais par ailleurs qui lui donne aussi une forme de légitimité. C'est l'équivalent des hadiths du prophète. Ils sont en train de créer une légende sainte. Mathieu Guider. Alors, je partage en grande partie les analyses en question. Mais mon problème, il est sur la ritualisation. Je suis d'accord, il y a du rituel, il y a du fondement théologique, il y a du fondement sacré dans tout ce qui est fait. Ce n'est pas fait au hasard, ce n'est pas anarchique, ce n'est pas inconscient, c'est délibéré, c'est pensé, c'est historisé, c'est référencé. C'est intelligent, n'est-ce pas? C'est tout à fait travaillé, à la fois par des gens qui sont à la fois formés. Il faut reconnaître à l'ennemi cette qualité-là. La seule chose, c'est que nous sommes dans un contexte, c'est que si je leur reconnais cette qualité-là, je suis obligé de les rattacher à la religion dont ils se réclament et que la majorité refuse. Et c'est là mon problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me retrouve, si je compare par exemple ce qu'offrent 3 régimes théocratiques, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'État islamique, si je le compare dans les détails du rite et du droit pénal en particulier, c'est-à-dire l'application de la loi, de la charia, dans chacun de ces 3 États, on va partir sur le fait que c'est un proto-État, il ne lui manque que la reconnaissance internationale. Si je compare ces 3-là, du point de vue objectivement, il n'y a pas une grande différence, pour ne pas dire qu'il n'y a quasiment aucune différence. C'est-à-dire que si cet État qui s'appelle le califat aujourd'hui, l'État islamique, demain était reconnu, il serait dans la situation juridique, politique, à peu près de ce qu'est l'Arabie Saoudite et l'Iran aujourd'hui. Avec des décapitations, avec des lapidations, avec des flagellations, avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui parmi du droit pénal de la charia. Le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que même ces régimes, j'ai pris exprès un régime représentant la majorité de l'islam sunnite et un régime représentant l'islam chiite, c'est-à-dire l'Iran et l'Arabie Saoudite. Même ces 2 régimes-là, la seule chose qui les unit aujourd'hui, je dis bien la seule chose au monde, c'est leur hostilité à l'État islamique. C'est-à-dire j'ai de l'intérieur même de l'islam des musulmans qui ôtent et qui ne reconnaissent pas la qualité de musulmans et d'islamiques aux pratiques, aux rituels et aux individus qui appartiennent à ce proto-État. Et c'est là mon problème. C'est-à-dire que moi, en tant qu'observateur extérieur, moi, en tant que non-musulman, je me dis, mais à qui je dois faire confiance? Est-ce que je dois quand même leur appliquer leur qualificatif, que tous les musulmans considèrent comme usurpés, ou est-ce que je dois adopter d'autres catégories d'analyse externes pour tenir compte de ce refus des musulmans? C'est pour cela que je n'adopte pas les catégories, les paradigmes intérieurs à l'organisation lorsque je m'adresse
à un public extérieur. Philippe Joseph Salazar, vous entendez les difficultés finalement à utiliser les mots que vous utilisez. Effectivement, ce sont des difficultés qui ne sont pas différentes de celles qu'ont rencontrées les États chrétiens après la Réforme et la Contre-Réforme. Cela signifie simplement que la politique européenne après les Lumières, qui est une politique rationnelle, on l'espère, mais qui fonctionne sur des mécanismes rationnels et de raison, est toujours parasitée par la puissance religieuse. Je vais vous citer, puisqu'on parle de rhétorique, et vraiment, je dis ça en rhétoricien, mais les prêches du calife d'al-Baghdadi sont quand même très beaux. Sont très beaux, sont très bien montés, sont d'une très grande tenue rhétorique. Vous savez que vous allez probablement choquer les auditeurs qui nous écoutent. Oui, mais il faut justement que l'on... Je vais vous rappeler une chose. Une des refondations de la rhétorique au sens d'analyse du politique est due à Chaim Perelman, grand juriste belge, qui s'est posé une question très simple. Après la Seconde Guerre mondiale, comment se fait-il que les démocraties occidentales, avec leur puissance intellectuelle, leur puissance philosophique, leur puissance argumentative, n'ont pas pu argumenter contre le nazisme ? Et c'est comme ça que ma discipline, d'une certaine partie, s'est refondée. Et d'une certaine manière, nous ne sommes pas capables d'argumenter face parce que nous ne disions pas les choses. Au modèle rhétorique utilisé par l'État islamique. La religion est toujours présente parmi nous. Mais vous avez une réponse à cette question, vous ? À quelle question ? Pourquoi est-ce que finalement notre langage politique est totalement impuissant face au modèle rhétorique de l'organisation islamique ? J'ai un élément de réponse. Ouais. Un élément de réponse, c'est que notre modèle rhétorique depuis la Lumière est un modèle public, kantien, Öffentlichkeit, de publicité, de transaction publique de l'information. Un citoyen, c'est quelqu'un qui doit être entièrement informé en vue de pouvoir faire un choix informé au moment de voter. C'est cela, la République et la démocratie. Quand on commence à ne plus nommer les choses avec des mots qui sont exacts, le public devient de moins en moins informé et se rabat de processus logiques et rationnels sur des processus émotionnels et pathétiques. J'admire les gens qui sont allés mettre des bougies, désobéissant immédiatement aux ordres de l'état d'urgence pour compatir. J'aurais préféré que, durant le week-end, dans les lycées, pour les classes avancées évidemment, terminales par exemple, les professeurs de français se réunissent, les professeurs de philosophie aussi se réunissent, mes collègues, prennent des textes du califat et procèdent à des explications de textes, afin que les jeunes adultes qui vont bientôt voter, ils ont 16-17 ans, comprennent la matière argumentative de cet ennemi, au lieu de retomber sur la pitié, que je comprends très bien, d'allumer une bougie, de déposer une fleur. Voilà un élément de réponse. Mathieu Guidère. Nous sommes dans la politique de l'émotion. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'argumenter. Il est très difficile d'avoir la parole de la raison lorsque vous avez eu à Paris 130 morts, 350 blessés immédiatement. C'est dans un second temps qu'on peut le faire. Et je reste avec les enjeux que les camps ne sont pas si tranchés. C'est-à-dire le califat est en nous également aujourd'hui. Et ce califat qui est parmi nous fait que la parole ne peut pas être aussi translucide, aussi transparente qu'elle peut l'être, parce qu'elle peut réveiller des monstres. Et cette rhétorique, elle a également la séduction du mal. Moi, je n'écarte pas la séduction du mal. J'ai écouté les prêches d'al-Baghdadi. Je ne dirais pas qu'ils sont beaux, je dirais qu'ils sont convaincants. Ils emportent l'adhésion de ceux qui y croient. Ils emportent l'adhésion de ceux qui y croient. Et en cela, pour moi, ils sont la séduction du mal. Bien évidemment, lorsque c'est comme les discours d'Hitler, lorsqu'ils se parlaient, on avait des Allemands emportés réellement ils pensaient réellement
que le Troisième Reich serait millénaire. Il le pensait sérieusement. On a des discours qui ressemblent à cela chez al-Baghdadi, qui dit que le califat sera éternel, millénaire. Et cette séduction du mal, on ne peut pas la contrer que par peut-être un discours aussi radical. Je voudrais qu'on avance un petit peu, Philippe-Joseph Salazar, sur cette question du modèle rhétorique pour arriver ensuite à la question du projet politique. Donc encore un mot. Oui, Philippe-Joseph Salazar, oui. si vous voulez bien. Si l'on s'empare de ce modèle rhétorique, si on fait l'effort que vous appelez de vos vœux à comprendre au fond le contexte culturel, religieux, linguistique dans lequel s'inscrit justement ce modèle, c'est pour quoi faire. Il y a quelques semaines, devant l'échec de la coalition arabo-occidentale contre Daesh, le prince Zeid Ra'ad Al Hussein, qui est le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, préconisait de négocier avec les djihadistes plutôt que les bombarder. Est-ce que il est possible, souhaitable, Philippe-Joseph Salazar, de dialoguer avec l'État islamique? 2 éléments de réponse. Premier élément de réponse, je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue ici, sur la séduction du mal. Alors je voudrais poser une question, la question suivante. En quoi le mal est-il plus séduisant que le bien? Parce qu'il donne la volonté de puissance. Donc vous posez là une question ontologique. La question est ouverte. Étant moi-même de tradition chrétienne, je considère que le bien est beaucoup plus séduisant que le mal. Donc il ne faut pas rentrer dans ce genre d'argumentation rhétorique que les discours des djihadistes sont puissants car ils ont la séduction du mal. C'est introduire en politique une dimension profondément théologique. Mais c'est théologique. La bataille, elle est théologique. C'est l'État islamique. Il n'y a pas plus théologique que de dire l'État islamique. C'est théologique, mais je ne pense pas que vous ne comprenez pas ce que je dis. Ce que je dis exactement, c'est que si l'on dit que le mal est plus séduisant que le bien, nous avons perdu. Toute la fondation des Lumières, toute la fondation de la République telle que nous la vivons, des valeurs démocratiques que nous avons données au monde modèle actuel, c'est d'éliminer la question du mal et du bien en politique, mais la question de l'échange rationnel des arguments. Lorsque j'ai vu dans le compte-rendu, je crois, du journal du dimanche, que des jeunes femmes ont dit, quand les assassins, les partisans sont entrés, il n'était pas très beau. Je trouve ça très intéressant. On voudrait que ceux qui vous tuent soient beaux. Mais pourquoi beaux? Vous répondez pas à ma question, Philippe-Joseph Salazar. Non, je réponds à votre question. Est-ce qu'il est souhaitable que nous dialoguions avec l'organisation de l'État islamique? Je reviens à ma réponse. Une fois qu'on élimine cette vision ontologique ou théologique du bien et du mal en politique, on peut commencer à discuter avec n'importe qui. C'est bien ça le problème. À partir de ce moment-là, on peut traiter l'ennemi comme un partenaire de dialogue. Le problème, ce qui retient pas mal de commentateurs, c'est qu'on ne peut pas concevoir un autre mode de vie paisible dans le monde autre qu'une paix belliqueuse. Nous devons revenir, on dialogue comme on fait avec l'Iran. On dialogue, mais on frappe en même temps. Vous pensez qu'il faut dialoguer? C'est un modèle de politique. Votre avis à vous? Dialoguer, mais pas avec cela. Nous avons, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Alliés ont gagné, on s'est pas mis à dialoguer avec Hitler. On a d'abord réglé le problème, ensuite on a dialogué avec l'Allemagne sans Hitler. Donc moi, dans le meilleur des cas, effectivement, je veux bien qu'on puisse dialoguer, mais ceux qui sont actuellement là doivent d'abord être vaincus. Ensuite, on pourra peut-être engager un dialogue. Ah ouais, c'est Niger, faut-il dialoguer? Et avec lesquels? C'est une question très compliquée. En tout cas, ce qu'on peut dire instamment, c'est que les conditions préalables à ce que Habermas appellerait une éthique de la discussion ne sont pas remplies, compte tenu précisément des actions de violence totale déployées par l'État islamique. J'ai été sensible à l'une des remarques qui a été, et l'une des questions que vous avez posées sur l'articulation. En quoi est-ce qu'il y a un problème de communication entre les deux parties ou les parties en présence? L'État islamique semble s'inscrire dans une articulation portée à son incandescence entre le mythe et la politique. Ce que ne parviennent pas à faire, en effet, les élites politiques qui s'inscrivent, et là je suis totalement d'accord avec mes deux collègues, dans une politique traditionnellement issue, et qui s'inscrit dans les Lumières. Vous avez un discours en face qui est un discours qui active de façon mortifère les ressorts religieux chez les individus, justement pour créer de la mobilisation, et en face un discours politique qui reste un discours fortement rationnel. Alors,
pour donner une réponse très directement et ne pas éluder la question que vous posez, cela me paraît difficile pour l'heure. France Culture, Culture Monde par Florian Delorme. Culture Monde aujourd'hui, et cette question: que nous veut Daesh, avec 3 invités. Philippe Joseph Salazar, philosophe, rhétoricien, professeur à l'université du Cap, qui vient de publier Paroles armées, comprendre et combattre la propagande terroriste, qui a d'ailleurs obtenu la semaine dernière le prix Bristol des Lumières. Également avec nous Mathieu Guider, auteur lui d'État du monde arabe, de Terreur la nouvelle ère, et Awes Seniger, maître de conférences en sciences politiques du côté de Strasbourg. Je voudrais qu'on parle à présent, Mathieu Guider, du projet de l'État islamique. Quand on regarde un peu l'organigramme de Daesh, on trouve des ministres, on trouve des gouverneurs, et on trouve notamment l'ancien numéro 2 qui s'appelait Muslim al-Turkmani, gouverneur du nord de l'Irak, a été tué en août dernier par une frappe près de Mossoul. C'est un ancien général de l'armée de Saddam Hussein, un ancien des services secrets de la garde républicaine. Cet homme n'a pas visiblement le profil d'un islamiste radical, c'est plutôt, disons, un nationaliste. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut voir à travers ce profil-là, mais peut-être d'autres dans l'organigramme de l'organisation, le fait que, au fond, derrière tout cela, nous n'avons pas seulement, et peut-être pas d'abord un projet religieux, mais d'abord un projet politique? Oui, alors il faut peut-être, la fondation de ce proto-État, c'est la marginalisation des communautés sunnites en Syrie et en Irak. Marginalisation en Syrie par le régime de Bachar al-Assad, alawite, tendance chiite, et marginalisation en Irak par le Nouri al-Maliki, le premier ministre chiite, et puis par l'ensemble du gouvernement. Ces populations sunnites se retrouvent, elles sont travaillées par 2 tendances, une tendance nationaliste très forte, baathiste, depuis Saddam Hussein, depuis les années 70, et une tendance islamiste également forte qui a pris son essor sous occupation américaine entre 2003 et 2011. Et donc, Mais comment s'articulent les deux? Quel est le rapport de force entre les deux? Lorsque les Américains partent fin 2011, nous sommes face à ces 2 tendances qui ont un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est l'ensemble des régimes chiites autour. Parce qu'ils se retrouvent encerclés par l'Iran chiite, par l'Irak à majorité chiite et gouvernement chiite, par la Syrie chiite et par le Hezbollah par la même occasion. Ces populations n'ont pas le choix que de s'aligner sur les chefs. Et il va y avoir une alliance de circonstances, une alliance de fait, entre les chefs islamistes et les chefs nationalistes baathistes. C'est cette alliance-là qui va créer, en fait, qui va faire la force de l'État islamique, qui immédiatement va avoir à la fois des chefs religieux, il va avoir des chefs militaires issus de l'ancienne armée de Saddam Hussein, qui ont été virés d'ailleurs de l'armée et qui n'ont pas été retenus. On se souvient de Paul Bremer qui a dissous l'armée irakienne. Et donc on se retrouve effectivement du jour au lendemain avec une alliance qui va créer l'organe qu'on a aujourd'hui, qui est une alliance islamo-nationaliste. Et qui vise quel but? Et ensuite, je donne la parole à Awes Seniger. Est-ce que finalement, derrière ce qu'on voit, nous, tout de suite, c'est-à-dire une organisation terroriste islamiste, on a en gros une organisation politique qui conduit tout simplement une insurrection nationale? Exactement. On a une organisation politique aujourd'hui islamo-nationaliste qui conduit une résistance, je dirais même pas une insurrection, qui conduit aujourd'hui elle est présentée comme ça. Il y a des médias, il y a une télévision, il y a des organes sur les territoires dont on parle, qui conduit aujourd'hui une résistance nationale contre tous ceux qui sont au sol, qui sont chiites majoritairement, et une résistance internationale contre tous ceux qui les bombardent du ciel. C'est ça ce qui est présenté. Le discours, on parle du narratif, du discours qui est présenté, c'est que aujourd'hui cette population, on parle de 7 millions d'individus environ, cette population se considère en résistance totale en fait, contre tout le monde, et son projet c'est de créer cet État. Elle ne rêve que de créer cet État qui serait un État en fait sunnite, dominé pour l'instant, pour ces islamo-nationalistes. On s'attend à ce qu'ils se disputent dès qu'ils ont leur État, s'ils arrivent à le faire. Il y aura probablement la guerre civile entre les deux, parce qu'il n'y a rien qui les unit en réalité, en dehors de l'objectif commun de construire cet État. Les uns sont plutôt sur un califat, c'est-à-dire un pan-État, un État pan-islamique, et l'autre sur un agenda islamique. On en est là aujourd'hui. Awes Seniger. Il est intéressant de se pencher sur la généalogie de l'organisation de l'État islamique, ce mouvement qui a eu au moins 6 vies. D'abord, il faut distinguer entre les stratégies ou les conditions objectives de sa naissance, on l'a dit, invasion anglo-américaine en 2003, et ensuite les stratégies autonomes
des acteurs engagés aux côtés de Daesh. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a à la fois des intérêts convergents entre les acteurs qui font front commun au sein de Daesh et des intérêts divergents. Les intérêts divergents, ce sont les officiers de la garde irakienne sous Saddam Hussein qui ont massivement rejoint les états-majors de l'État islamique. Et eux sont clairement dans une forme de revanche sur le processus de débéatification du mouvement et cette volonté de la part des Américains, mais aussi de Nouri el-Maliki, de déraciner en quelque sorte les sphères de pouvoir irakiens de ces prurites baassistes. Et ceux-là sont dans une démarche nationaliste. Et puis à côté, vous avez des individus qui, eux, sont beaucoup plus convaincus par la variable religieuse et qui s'inscrivent dans le temps plus long d'une volonté de reconstruction de ce califat supposé, disons, restaurer l'ordre islamique idéal des premiers siècles de l'islam. Je crois qu'il faut bien distinguer là aussi les stratégies convergentes et divergentes. Mathieu Guidère, parce que ce que vous nous avez dit, c'est très important. Vous dites pour l'instant les deux projets finalement, parce qu'il y a deux projets cohabitent, mais à terme, ils ne convergeront pas et donc il y aura un problème. Est-ce que c'est pas une faille qu'on pourrait utiliser, c'est provoquer une forme de division d'ores et déjà entre les deux groupes, appelons-les comme ça, c'est-à-dire à la fois d'un côté le projet, disons, nationaliste et puis de l'autre côté le projet purement religieux. Est-ce qu'on peut pas d'ores et déjà travailler d'un point de vue politique? Alors je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait se faire, peut-être justement à travers les mots, précisément. Est-ce qu'il n'y a pas là un levier sur lequel nous pourrions travailler? Bien sûr, il y a un véritable levier, mais celui-ci ne peut se mettre en place que s'il y a négociation. Or, aujourd'hui, cette porte de la négociation est fermée, et elle est fermée de plus en plus. C'est quasiment un consensus. Vous avez vu les conclusions du G20 ce week-end, et donc elle est de plus en plus fermée. Et malheureusement, ce qui nous empêche d'avoir une carte, effectivement, pour la jouer, et on est plutôt là dans l'option militaire et dans l'éradication plus ou moins qui est choisie, avec une alliance entre les deux blocs, c'est-à-dire la Russie en gros et les États-Unis, mais on sait que sur le long terme, ce pseudo-État ne tiendra pas de toute façon. Philippe Joseph Salazar, et puis en vous entendant, Mathieu Guidère, il y a quelque chose qui est évidemment extrêmement frappant, c'est de voir combien finalement on a aujourd'hui du mal à dialoguer, que ce soit évidemment avec l'État islamique, mais on peut le comprendre bien sûr, mais d'une certaine manière aussi avec le régime syrien, parce que même si effectivement, parce que on le sait à l'origine de milliers de morts, 250 000 morts probablement, peut-être plus, mais pour autant, on sait aussi que la solution passera forcément par un dialogue, une solution politique, c'est la seule qui vaille, parce qu'en réalité, la solution militaire n'existe pas. Personne ne veut intervenir en Syrie. Philippe Joseph Salazar. On ne discute qu'avec ses ennemis. C'est le principe même de la discussion. Normalement, en diplomatie, c'est ça la règle. On ne discute pas avec ses amis. Avec ses amis, il est inutile de discuter. On peut. Je vais vous faire remarquer deux choses. C'est de la conversation en ce cas-là, c'est pas de la discussion. La discussion, c'est de la dispute. J'entends la nuance. C'est très important. Philippe Joseph Salazar. Je vous signale tout de même que les Américains ont entamé des dialogues avec les talibans et que l'Iran s'est fait une virginité politique récemment. Avec eux, il était impossible de dialoguer. Donc tout est possible dès qu'il y a une volonté politique, évidemment. Alors, je voudrais revenir sur la religion, peut-être. Et pour revenir à l'assaut de vendredi dernier, on peut se poser la question, qui est responsable de cet assaut contre la capitale? Alors je vais vous citer une phrase du cardinal 23 dans son homélie de dimanche dernier. Je suis en rhétorique dont je lis les homélies et les prêches. Et voilà une chose qui me semble assez inquiétante, mais qui pose la question de la cause. En quoi c'est le cardinal 23. Je cite d'après Le Figaro, mais je pense qu'ils transcrivent fidèlement l'homélie, n'est-ce pas? En quoi notre mode de vie peut-il provoquer une agression barbare? Alors je voudrais que mes collègues, qui sont en sciences politiques plus que moi, m'aident à réfléchir sur cette extraordinaire formule rhétorique d'un prince de l'Église. Sommes-nous la cause de l'agression? Alors voilà comment. Rhétoriquement, si vous voulez, on commence, et c'est un prince de l'Église qui parle, comment on commence à absorber, se faire parasiter, comme disait Jean-Pierre Faye, parasiter par le langage ennemi, au point de pouvoir dire dans une homélie,
dans la cathédrale de Paris, que nous sommes la cause de l'assaut. C'est extraordinaire. Voilà le piège que pose le langage si on ne fait pas attention, non pas aux mots, mais aux arguments qui sont tissés par les mots. Mathieu Guidère, vous voulez proposer un début de réponse? Oui, la cause, je crois qu'elle a été dite, elle a été répétée, elle a été dite aux victimes, elle a été dite dans le communiqué, c'est l'intervention française, le bombardement en Syrie. Elle est géopolitique pour l'instant, il n'y a pas véritablement de remise en cause ou de volonté de venir instaurer la charia ici ou d'une autre nature. C'est un autre débat. C'était pour d'autres communiqués, mais sur le cas précis que nous avons aujourd'hui, nous sommes plutôt sur des causalités politiques et géopolitiques. Awais Seniguer, il y a peut-être un texte dont il faut qu'on parle aussi quand on s'intéresse à l'organisation de l'État islamique, c'est celui qu'on appelle l'administration de la sauvagerie, qui est sous-titré la phase la plus critique à travers laquelle l'Oumma, donc la grande communauté des musulmans, devra passer. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que dit ce texte, quels en sont les grands principes, et puis peut-être aussi qui on trouve derrière Awais Seniguer, s'il vous plaît? Je dirais simplement, si l'on s'appuie sur ces textes où il est question où ce type de vocabulaire est mobilisé, il y a peut-être trois caractéristiques de l'identité fondamentale de l'État islamique. La première, c'est la sacralisation de la mort. C'est la première identité constitutive. La seconde identité constitutive, c'est une désacralisation de la vie. Et la troisième identité constitutive, et là je réponds à l'usage du terme sauvagerie, c'est précisément la déshumanisation de l'autre. Dès lors que vous parvenez, c'est la raison pour laquelle cette rhétorique est expressément utilisée, dès lors que vous parvenez à déshumaniser votre vis-à-vis, alors tous les coups sont permis. Et ce qui me frappe dans la plupart des publications de l'État islamique, et le vocabulaire est profus à ce titre, c'est la volonté de déshumaniser l'autre pour justifier n'importe quel excès. Et on en a vu un tragique exemple vendredi dernier, hélas. Vous vouliez réagir, je vous ai vu lever le doigt, Philippe-Joseph Salazar. Peut-être sur ce texte en particulier, l'administration de la sauvagerie. Oui. Merci. Un texte, Philippe-Joseph Salazar. Je ne suis pas historien, mais il me semble que le texte précède de quelques années le califat, mais qu'il a été remis en vigueur, n'est-ce pas? Je vois que mon collègue acquiesce. C'est ce que j'ai lu moi également. Mais oui, c'est assez important quand même. Bon. Je vais répondre rhétoriquement sur la déshumanisation. Ce qui est très important tout de même dans la sourate ouvrante du Coran, qui ouvre aussi chaque prière, c'est qu'il est dit très clairement que l'humanité est divisée en trois catégories. Il y a l'humanité des croyants, il y a l'humanité des Juifs contre qui Dieu est en colère d'une manière inextinguible et qui justifie le massacre, et il y a l'humanité des égarés, c'est-à-dire des chrétiens, qu'on doit faire revenir dans le bercail. Donc on ne peut pas dire déshumanisation, car si on dit déshumanisation, on n'a pas analysé un des textes fondamentaux de la pensée califale. Donc, gardons-nous d'employer un terme qui nous paraît clair et net, alors qu'il n'est pas clair et qu'il n'est pas net. Mathieu Guidère, en guise de conclusion. En guise de conclusion, nous sommes face à une organisation qui a pris possession d'un territoire, qui a un projet politique, qui mobilise et qui va continuer de mobiliser parce que les deux principales sources de mobilisation se présentent comme défendant l'islam et les musulmans et elles se présentent comme contre l'ingérence occidentale dans les pays musulmans en général. Ces deux sources-là, ces deux mamelles, ne vont pas tarir dans les années à venir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de nous retrouver ce matin en plateau. D'abord vous, Mathieu Guidère, islamologue. Je rappelle 2 de vos ouvrages, État du monde arabe qui était paru chez De Buck et également Terreur, la nouvelle ère qui était paru aux éditions Autrement. Merci à vous, Philippe-Joseph Salazar, d'avoir été avec nous. Vous allez dans quelques jours maintenant rentrer du côté de l'Afrique du Sud. Vous êtes philosophe, rhétoricien et professeur à l'Université du Cap. Et je note pour les auditeurs, on mettra évidemment les références sur le site de Culture Monde, que vous êtes auteur de Paroles armées
armée, sous-titré Comprendre et combattre la propagande terroriste, qui était paru aux éditions Le Mieux. D'ailleurs, vous avez obtenu justement pour cet ouvrage la semaine dernière le prix Bristol des Lumières. Un grand merci également à Awes Séniger qui était avec nous depuis Strasbourg, maître de conférence lui en sciences politiques et chercheur associé à l'Observatoire des radicalismes et des conflits religieux en Afrique.